Bien, bonsoir à tous. Bienvenue donc pour cette dernière session de la FM Conférence de La Rochelle. Je crois qu'après c'est la session de clôture. Alors je vous ai proposé de vous montrer le dessous des cartes en référence à la célèbre émission qu'il y avait sur Arte. Bon, évidemment, ça va être un peu moins culturel, géopolitique et historique que l'émission. On va être évidemment dans de la technique FileMaker et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les cartes. Une petite question en préambule. Quels sont ceux parmi vous qui utilisaient ou qui ont utilisé les cartes Google pour afficher quelque chose et puis qui ont eu quelques surprises un peu récemment quand Google a changé sa politique d'accès à son API carte. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir un peu quelles sont les alternatives en faisant soi-même sa cuisine de cartes. Alors, bon, il est d'usage de se présenter, on va essayer de ne pas y passer 3 heures. Bon, j'ai fait une école de commerce, après une option pour être expert comptable, donc je ne suis pas informaticien à la base, comme une bonne partie d'entre vous. Je me suis repenti de la comptabilité depuis. Après, j'ai eu une expérience en entreprise comme directeur financier, donc bon, j'ai fait un peu de management, mais enfin, pas être bon en tout. Je suis développeur FileMaker depuis déjà le siècle dernier, largement. Ça ne rajeunit pas. Au sein de ma société, architecture informatique. Donc, je fais des applications spécifiques, uniquement spécifiques, pas éditeur de logiciels, pour des secteurs de services, bon, les gens qui travaillent dans les bureaux essentiellement, donc l'administratif, des commerciaux, du médical, du juridique, de l'hôtellerie, des choses comme ça. Mes passions, puisque bon, tout le monde en parle, moi je fais de la voile, du VTT, du bricolage. Là, je vous ai mis une photo de moi, alors c'est collector, hein, c'est vintage, une photo de moi avec des cheveux, donc vous ne la reverrez plus jamais. Alors, au niveau des langages, bon, moi j'ai commencé l'étude des langages il y a assez longtemps, oui, c'était l'époque d'Helmut Schmidt et de Valéry Giscard d'Estaing, l'amitié franco-allemande. Donc, quand on était un bon élève, on faisait allemand en première langue, donc ich habe Deutsch alles gelernt. Un peu de latin et de grec, bon, pas beaucoup d'utilité pour FileMaker. Ensuite, je me suis mis un peu à l'anglais, mais bon, la méthode My Tailor is Rich m'a pas trop réussi, donc le résultat, c'est que My English is poor. Donc, je voudrais bien excuser mon accent quand on va utiliser quelques anglicismes au niveau des langages et des techniques. Et puis, donc après, je me suis mis à FileMaker. Plus récemment, le langage SVG, donc on va utiliser, c'est Scalable Vector Graphics, pour afficher des formes, des images dans FileMaker. Et puis les API avec curl, puisque depuis l'année dernière, c'est tous un petit peu mis, et ça ouvre pas mal de perspectives. Et on va le voir notamment en matière de cartes et de cartographie. Alors forcément, comme on fait le dessous des cartes, on va se balader un peu dans le monde, on va voyager. Donc ça, vous connaissez peut-être cette photo. Le siège de FileMaker à Santa Clara, en Californie. Ça aussi, c'est connu, c'est le siège de Apple, Infinite Loop. C'est vrai que c'est assez joli. Donc je vais vous montrer le siège d'architecture informatique. Voilà, c'est nos Headquarters Research Development Center. Et c'est Infinite Quiet. Nous, c'est pas Loop, c'est Quiet. Hein, c'est très tranquille. Alors, évidemment, vous brûlez d'envie de savoir où se trouve ce magnifique endroit. Donc, on va voir tout de suite des applications de géocodage, puisqu'en fait, la photo a été prise avec mon iPhone. Donc, ça marche avec n'importe quel appareil photo qui aurait une puce GPS. Dans le iPhone, il faut, pour des raisons de confidentialité, cocher une option pour qu'en fait, ils mettent dans la photo l'emplacement. Ça se fait pas par défaut. Donc, ici, c'est une rubrique conteneur de FileMaker, mais la photo dedans. Et si donc on demande les attributs du conteneur, on obtient tout ce qu'on a là à gauche.
Alors bon, on a évidemment la taille du fichier, le nom du fichier, la largeur, etc., la densité. On a la date, donc vous voyez, vous savez tout. J'ai fait cette photo le 8 août à 16h40. Mais on a surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, la latitude et la longitude. Donc premier point, comment on peut récupérer ça d'une photo? Donc, on va géocoder la photo. Donc, alors, dans la présentation, je vous explique un peu ce que j'ai fait. C'est uniquement un fichier, une appli FileMaker que vous aurez dans la documentation. Il n'y a pas de PowerPoint à côté. Tout est dedans. Vous verrez, il y a beaucoup de tables dans l'application si vous regardez. Le but, c'est que, on n'aura peut-être pas le temps de tout regarder en détail, mais c'est que quand vous aurez l'application, vous pourrez l'éplucher, l'explorer. Et donc, pour que ce soit le plus clair possible, j'ai essayé de faire une table par exemple ou par problème, pour qu'il n'y ait pas 500 rubriques dans une même table. Donc, en bas du modèle, vous avez la table sur laquelle il s'appuie, dans laquelle vous trouverez les rubriques qu'on voit à l'écran. Vous pourrez explorer les formules de calcul et les scripts. Donc, j'ai utilisé le système de la formule d'évaluation pour vous montrer à la fois une formule et son résultat. Donc ici, on utilise la fonction obtenir attribut conteneur. Ici, en dessous, géocodage photo, donc c'est le nom de ma table. Image, c'est le nom de ma rubrique dans lequel il y a la photo. Et on lui demande l'attribut latitude. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu mercredi, mais tout le monde n'était pas là pour la formation sur le FileMaker Go mobile. Alors, un dernier point qui est très important, vous verrez que dans les API, évidemment, c'est toujours très précis, le point, c'est pas une virgule avec une queue. Or, on constate ici que l'information dans les attributs est stockée avec un point. Moi, j'ai besoin de récupérer la latitude sous forme d'un nombre, puisque je vais la stocker dans une rubrique nombre. Donc, on effectue une substitution du séparateur décimal en point pour mettre une virgule. On sera amené à faire l'opération inverse quand on voudra reprendre des latitudes et des longitudes sous forme numérique pour les remettre dans une API pour poser des questions. Voilà, donc nous avons récupéré la latitude et la longitude. Alors vous voyez, bon, c'est du temps réel, hein. Si je modifie l'attribut, forcément ça ne marche plus. Et au niveau de la carte, voilà ce que ça nous donne. Donc, vous voyez où a été prise cette photo. On a matérialisé par un point sur une carte la latitude et la longitude qu'on avait récupérées. Donc évidemment, on peut changer de fond de carte. Alors c'est en temps réel, puisqu'en fait, je ne me suis pas connecté au réseau, c'est via mon iPhone, en 4G, on récupère le fond de carte. Donc on le verra tout à l'heure, il existe différents fonds de carte, on pourrait mettre le satellite, ça rafraîchit quand on revient. Donc, vous pourrez explorer le code HTML, alors, évidemment c'est un petit peu imbuvable, mais avec des fonctions personnalisées, on a beaucoup simplifié ça. Voilà, alors bon, tout le monde vous a, au niveau de la biographie, tout le monde vous a un peu montré sa famille, ses enfants, ses hobbies. Donc dans le siège d'architecture informatique, nous aussi on a notre FileMaker, Innovation Factory, Platform, etc. Donc on travaille sur les produits de l'avenir. En développement, donc je vais vous montrer une copie, hein. C'est en bêta test pour l'instant, donc c'est sous une disclosure agreement, ça reste entre nous. Livraison produit prévue premier trimestre 2019, si tout se passe bien. Donc, je vous montre une copie d'écran. Voilà. On a détecté, alors on pensait que c'était un petit bug, on a repéré 2 tâches ici qui étaient un peu gênantes, mais finalement, en fait, l'échographiste, ne vous inquiétez pas, a priori, c'est les projets de version de FileMaker 36. Donc, niveau innovation, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sous une carte ? Si on regarde, bon voilà, on affiche une carte. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dessous ? On va essayer de regarder le dessous de la carte. Voilà ce qui se passe en fait. Derrière la carte, il y a du code. Puisqu'en fait, on est dans un WebViewer. Donc, qui dit WebViewer, alors on va regarder tout ça en détail, mais concrètement, il y a un petit peu de HTML, forcément, puisque c'est du web, qui emballe du SVG, donc une zone où on va dessiner. Et dans cette zone de dessin, on a affiché des images. Donc on voit en fait la position de l'image. La première image s'affiche coordonnée 00, elle a une largeur de 256. Alors notez bien ce chiffre, 256, c'est un peu le chiffre magique, c'est le nombre d'or pour la cartographie. On va en reparler assez souvent.
Et puis derrière, vous voyez qu'on fait appel à une URL, donc c'est appelé en temps réel, là. Donc on va sur un serveur qui s'appelle betailmacbox.com, et puis ensuite on a un chemin, et derrière un espèce de token, manifestement, pour obtenir les images qu'on a vues là. Alors plus en détail, alors jusqu'à présent, la manière la plus simple pour obtenir une carte, c'est ce qu'on faisait, qu'on utilisait avec Google. Donc là, moi, je vous ai mis un exemple avec OpenStreetMap. A priori, ça ne devrait pas devenir payant, puisque par définition, c'est un projet open source. Donc ici, en fait, j'ai rentré latitude et longitude à un niveau de zoom de la carte, et en construisant l'URL suivante, qui est très simple pour le coup, et bien voilà, il nous affiche une carte centrée sur le point qu'on lui donne. Donc si on change le point, alors si on remonte un peu plus au nord, automatiquement, on obtient une autre carte. Ou bien, alors si on remet 46, on va revenir à La Rochelle. Voilà. Et puis on peut gérer le facteur de zoom. Alors le facteur de zoom, plus le chiffre est grand, plus on zoome dans la carte. Donc par exemple, là on voit La Rochelle à grande échelle. Si on passe en zoom 13, ça zoome encore, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les principes généraux pour les cartes. On a la même chose chez Google. Alors, c'est encore gratuit pour l'instant, on est heureux, mais c'est pas dit que ça dure. Donc l'avantage d'OpenStreetMap, c'est qu'a priori, ça restera gratuit, c'est open source. Alors, qui dit carte dit système d'information géographique, SIG. Bon, c'est un grand terme pompeux. Grosso modo, on pourrait résumer ça. L'idée, c'est de représenter des données, quelles qu'elles soient, dans un espace, donc en 2 dimensions, puisque certes, la Terre n'est pas plate, mais sur une carte ou un écran, il faut forcément la représenter à plat. Donc avec quelques problèmes de déformation, puisque une sphère, quand on la met à plat, elle est forcément un petit peu déformée. Mais on y est habitué, c'est comme ça sur toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on peut représenter sur une carte, j'allais dire, dans les choses qui nous intéressent habituellement dans les applications qu'on développe? Des emplacements, des points de livraison, des points d'observation scientifique sur les animaux, sur la nature, sur des inondations. Des itinéraires d'un point vers un autre. Des zones, par exemple, une zone qui a été construite ou traitée, une zone boisée, une zone qui a subi un traitement d'insecticide ou des choses comme ça. Ou bien des valeurs pour afficher, par exemple, des chiffres d'affaires ou des cercles proportionnels à la population, des températures. Typiquement une carte météo, par exemple, on pourrait faire ça. Donc on verra différents exemples après. Alors la condition pour afficher une image sur une carte, c'est que la data doit absolument être géocodée, c'est-à-dire on doit savoir où elle se trouve géographiquement. Donc le référentiel pour le géocodage, c'est latitude-longitude. Alors, quand on avait appris ça à l'école, c'était encore des degrés sexagésimaux, donc degrés, minutes, secondes, il fallait faire des conversions, je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, c'est plus simple, on parle en degrés décimaux, donc on n'a plus de conversion à faire. Alors, les moyens possibles pour géocoder, les moyens possibles pour afficher des cartes, donc on a Google Maps, on l'a vu. Il existe des API également, où en fait on envoie d'autres API que Google. Certaines sont gratuites, d'autres payantes. On envoie les données et puis il renvoie une carte. Et puis il y a aussi, vous avez dû le voir fleurir un peu sur les forums FileMaker plus récemment, pas mal de développeurs qui ont proposé des solutions en FileMaker qui s'interfacent souvent avec Google Maps pour afficher les données, etc. Bon, en général, c'est des produits payants, bien sûr. Et puis avec plus ou moins de complexité, de possibilités. Donc la méthode que je vous propose d'explorer, c'est cuisiner soi-même, c'est-à-dire l'idée c'est récupérer les fonds de carte, puisqu'en fait c'est jamais que des images, et puis afficher par-dessus, en dessinant des ronds, des cercles, des traits, du texte, nos données, comme on le souhaite. Alors j'ai une autre, je vous avais promis, je vais faire comme le président de la République, je vais essayer de tenir toutes mes promesses. Donc je vous avais promis dans la présentation de la conférence de vous donner la recette des tuiles. Pour les gens qui me connaissent très bien, la cuisine est une seconde passion, vraiment que je réserve aux intimes, parce que c'est assez particulier. Donc je vous ai mis la recette des tuiles aux amandes, donc vous voyez, il faut quelques ingrédients assez basiques, c'est pas très compliqué.
et puis la recette, les ingrédients, la cuisson. Si vous voulez essayer, vous pourrez le faire. Donc ça, c'est fait. Alors, affiché sur une carte, en fait, la principale problématique, c'est de comprendre les histoires de référentiel. Le référentiel latitude-longitude, ça fonctionne comme ça. Donc on a le globe terrestre. La latitude, c'est la variation en hauteur, donc sur un graphique, ce qu'on appellerait le Y. Donc le 0 est à l'équateur. Si on monte vers le pôle, la latitude augmente, vers le pôle nord, pardon. Si on descend vers le pôle sud, elle diminue. Et puis on a la longitude, c'est-à-dire la notion est-ouest. Alors la latitude va de moins 90 à plus 90 en passant par le 0 à l'équateur. Et la longitude va de moins 180 à plus 180 en passant par un 0. Alors la question c'est, autant l'équateur on voit bien où c'est, on a tous compris. Autant le 0 de la longitude, on voit pas trop, enfin on comprend pas très bien qu'est-ce qui peut servir de 0. Donc on va regarder ça plus en détail. Si on prend une carte du monde en fait, et qu'on observe, alors là elle est un petit peu redéformée pour faire une sphère. Si on observe la carte du monde, on s'aperçoit donc quelque chose qui est très au nord, comme Oslo, ben on a une latitude de 59,91, donc on n'est pas à 90, mais on est déjà très haut. Paris est un petit peu plus bas, 48. Si on descend très au sud, par exemple, Ushuaia, du nom de la célèbre émission également, on est à moins 54,79 de latitude, donc on commence à s'approcher du pôle sud. Et si on part à l'ouest, en fait, on a Los Angeles qui en longitude est à moins 118, et de l'autre côté Tokyo qui est à plus 139. Et la France, puisque bon, on va souvent se représenter des données en France, comment elle se positionne? Eh bien, en fait, on a le 0 qui passe au milieu, qui coupe en deux, puisque c'est le méridien de Greenwich. C'est nos amis anglais qui ont fixé le méridien de cartographie. Vous voyez qu'il coupe à peu près, il doit traverser la ville du Havre, ou pas très loin, Cap d'Antifer. Donc en France, bah, les longitudes, quand on va parler de longitude en France, on va... Alors, si on prend les latitudes, pardon, on est à Perpignan, on est à 42 degrés, c'est quasiment le plus bas. À Dunkerque, on va monter à 51 degrés de latitude. Et en longitude, Brest, qui est très à l'est, c'est à moins 4,49, puisque à gauche du trait rouge, on est en négatif. Et à droite, Strasbourg est à 7,74. Mais donc ce système couvre évidemment la totalité du globe terrestre. Et c'est ce que donc nous renvoie notre GPS, notre iPhone, tous les appareils GPS représentent une position dans ce couple-là, latitude-longitude, en décimale. Donc si quelqu'un vous dit latitude moins 500 ou 650, c'est forcément pas bon, puisque on a des bornes entre moins 90 plus 90 et moins 180 et plus 180. Donc ça, c'est le référentiel de géocodage. Avant d'aller plus loin, on doit faire quelques petites révisions de quelques techniques. Alors le JSON, bon, c'est un petit peu récent, mais enfin, on s'y est tous un petit peu mis. Puis grâce à FileMaker, c'est finalement assez simple. J'ai remis un petit exemple. Pour écrire un élément en JSON, donc JSON set element, les deux guillemets, ça veut dire qu'on part d'un JSON qui est vide, parce qu'on peut aussi ajouter quelque chose dans un JSON existant, mais là on part d'un JSON vide. Et on va déclarer ce qu'on pourrait appeler nos variables. On va dire, voilà, il y en a une qui s'appelle x, elle prend la valeur 10, et je dis que c'est un nombre. Et puis la deuxième, la valeur que je vais appeler nom, je mets Pierre, et c'est un string, donc un texte. Donc ça, c'est pour encoder du JSON. Donc on voit ce que ça donne à droite. Vous voyez, il met accolade, le x, 2 points, il sépare par une virgule. Donc on a un JSON très propre. Et avec l'autre formule, on le décode, c'est-à-dire on reprend le premier JSON, et on va lui dire get l'element, donc dans le JSON que l'on a là. On va lui demander le nom. On met un espace, et puis on va lui demander le deuxième élément, JSON exemple x. Alors attention, le piège dans JSON, c'est majuscule, minuscule, parce que j'ai encodé là-haut avec un x majuscule. Si ici, je lui dis de me donner un x, il ne trouve pas. Pour lui, il est sensible à la casse, il fait la différence. Il faut faire bien attention à ce petit point. Parce que sinon, on peut passer un petit moment à chercher pourquoi ça ne marche pas. On va parler de GeoJSON, qui est en fait un format de fichier qui est de plus en plus répandu, donc qui permet de récupérer des datas encodées en JSON, mais avec une certaine structure.
Donc par exemple, là j'ai mis un petit exemple de fichier que j'ai récupéré. Et avec la formule en dessous, j'ai récupéré la latitude, la longitude et le nom du point, de la donnée. Donc je vous laisserai regarder plus en détail les formules, mais toujours, voilà, JSON get element, on extrait du JSON qui est au-dessus. Et le chemin d'extraction, par exemple, géométrie.coordinates, ça veut dire qu'on a un premier niveau de données qui est géométrie. On descend dans coordinates, et là on tombe dans un tableau, et on demande la première variable du tableau. Oui, l'autre particularité de JSON, c'est qu'il incrémente les tableaux à partir de 0 et pas à partir de 1. Ensuite, pour afficher une carte, il nous faudra un petit peu de HTML. Donc là, on fait une petite révision très basique de HTML. On a tapé un petit code, Hello La Rochelle, donc entre deux balises P qui veulent dire que c'est un paragraphe. Mis une petite feuille de style ici. Et puis pour éviter d'avoir à encoder à la main là, dans des formules, cet horrible texte là au début, en plus, il faut échapper les guillemets, enfin on a vite fait d'y passer un quart d'heure. J'ai bricolé deux formules personnalisées, une qui s'appelle WV en tête, ça c'est celle qui permet de rajouter data quand on veut afficher des données dans un web viewer sans faire appel au web extérieur. Donc vous regarderez comment ça fonctionne. Il y a pas mal de fonctions personnalisées dans l'application. Et puis une autre HTML finale qui va nous créer tout l'emballage de la balise HTML, puisque nous, notre but c'est de faire du SVG, donc l'HTML on ne veut pas perdre notre temps avec ça. Donc on peut lui donner le titre de la page, le contenu d'une feuille CSS. Alors on verra que c'est pourquoi la feuille CSS est utile. Parce qu'en fait, si on met juste du SVG, en tout cas là, j'ai constaté que le WebViewer appliquait une marge par défaut. Et donc ici, en mettant la feuille de style, ça permet de dire on ne veut pas de marge. Vous voyez, la marge c'est ici. Si je mettais 10, il va me décaler le texte. Et en mettant 0, il vient bien me coller mon texte à gauche. Donc pour les cartes, c'est important parce qu'on veut qu'elles soient bien au bord du WebViewer. Donc ça, c'est la petite formule HTML finale qui nous permet de créer tout ce paquet de HTML. Et vous voyez, on retrouve juste notre code qui est ici, qui a été donc encapsulé automatiquement. Alors ensuite, pour dessiner, il nous faut un petit peu faire du SVG. Donc vous pourrez explorer les différents exemples. Donc en SVG, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, afficher des carrés, des rectangles, des ronds, des ellipses, des traits en pointillés, des lignes brisées, des polygones, du texte, des images, voilà. Donc j'ai mis quelques exemples. Par exemple, ici, on lui a demandé d'afficher un cercle. Donc j'ai réutilisé ma fonction SVG complet pour emballer. Alors, pardon, la fonction SVG complet, elle génère également du code SVG. Donc on spécifie les dimensions de la zone de dessin. Donc là, j'ai mis 300 pixels sur 250, mais évidemment, on peut mettre toute la largeur de l'écran si on le souhaite. On pourrait spécifier ici une feuille de style propre au SVG. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le SVG, c'est comme le HTML, on peut mettre des styles pour les balises. Ça évite de répéter à chaque fois que les rectangles, on les veut rouges, les carrés, on les veut verts. Et puis donc ici, j'ai aussi créé des fonctions pour dessiner. Donc l'intérêt des fonctions, c'est qu'en fait, elles échappent les guillemets. Donc ici, on dessine un cercle et un rectangle. Alors, on voit ici un aspect intéressant. Il faut faire attention à l'ordre de codage, c'est-à-dire que SVG, il dessine dans l'ordre où on lui donne le code. Donc je lui ai dit d'abord de dessiner un cercle, il l'a fait, et ensuite j'ai mis un rectangle. Et comme la position du rectangle vient par-dessus, il a mis le rectangle par-dessus le cercle. Donc quand on va dessiner nos cartes, il faudra faire attention de mettre d'abord le fond de carte, et après les objets qu'on veut dessiner par-dessus. Parce que sinon on va passer une heure, je ne comprends pas, mes objets ne s'affichent pas. Bah oui, la carte les recouvre. Donc, petit point auquel il faut faire attention, c'est le petit piège. Donc on affiche des cercles, des rectangles, on peut afficher une image. Donc là, vous voyez, j'ai demandé dans une URL une image de l'endroit où nous sommes. Et puis j'ai affiché par-dessus un cercle rouge. Donc vous pouvez regarder tous ces éléments. Alors vous voyez qu'ici, comme je n'ai pas appliqué, j'ai fait juste du SVG ici. Donc il n'y a pas de feuille de style HTML, et donc ma carte, elle ne vient pas bien au bord du SVG. Pourtant, j'ai dit dans le WebViewer qu'il n'y avait pas de marge. Mais en fait, c'est le code qui le rajoute. D'où l'intérêt de mettre HTML plus SVG, c'est-à-dire que d'emballer le SVG dans du HTML. Et là, on a la même chose, mais on vient bien au bord de la carte.
Autre intérêt, on peut fusionner des images. Par exemple, là, je vais demander d'afficher 2 images superposées l'une sur l'autre. Vous pouvez faire ça, si vous connaissez le site du Géoportail, qui est extraordinaire, on peut afficher des cartes et puis les fusionner en jouant sur l'opacité de l'une et l'autre, mettre plus ou moins. Ça peut être intéressant pour observer des détails qui existent sur un fond de carte et pas sur un autre. Donc par exemple, là j'ai une carte avec une opacité de 0,9 et une autre de 0,4, mais on pourrait faire varier. Et par exemple, on va avoir plus de satellites. Ou bien on réduit l'image dans le code. Alors évidemment tout ça, on le ferait par calcul avec une interface pour l'utilisateur. Là, je vous montre directement dans le code pour voir ce que ça donne. Et là, on est sur une carte topographique de l'IGN en fond gris. Un fond qui est pratique. Voilà. On peut aussi afficher une image encodée en base 64. Donc là, j'ai mis une image dans un conteneur. Alors là, on ne passe plus par le web. On a mis une image dans un conteneur, on l'encode en base 64. Et puis on demande à SVG d'afficher cette image. Alors à l'emplacement 00, donc en haut à gauche. La taille de l'image, c'est toujours 256, on va en reparler tout à l'heure. Et puis on lui dit encode en base 64. Et là, on a encodé notre rubrique. Donc ça nous donne cette espèce de code qui est absolument affreux en dessous, on ne comprend rien. C'est juste l'image encodée en base 64. On a notre HTML au début. Alors non, là on n'a pas le HTML, je ne vais pas demander. On a la déclaration du SVG avec la largeur, l'appel de l'image, et puis tout le reste, en fait, c'est l'encodage de l'image en base 64. Avec la balise SVG qui se referme en bas. Donc tout ça avec les fonctions personnalisées. Vous verrez, quand vous regardez dans la fonction personnalisée, c'est pas que le code est très compliqué, mais vous oubliez un guillemet, refermer une parenthèse, enfin un crochet, etc., puis il n'y a plus rien qui marche. Donc, avec les fonctions personnalisées, ça évite les erreurs. Alors avec le SVG, on peut aussi faire de l'animation. Donc là, j'ai fait avec FileMaker. Alors, il y a dans SVG un langage d'animation, parce que si on veut aller plus loin, on peut oui, pardon, c'est Olivier qui me perd tirer son panneau. On peut aller plus loin dans le SVG. On a des fonctions d'animation des objets, mais c'est assez compliqué. On peut le faire avec du JavaScript. Là, je l'ai fait avec FileMaker, c'est-à-dire qu'en fait, c'est FileMaker qui me change mon code à la volée pour faire bouger les petites boules dans tous les sens. Alors, pour récupérer nos fonds de carte, on va utiliser un standard qui s'appelle WMTS, donc Web Map Tile Service. Donc, Web, vous connaissez, Map, c'est les cartes, et donc Tile, c'est un bout de carte, donc une tuile, d'où la recette des tuiles aux amandes. Alors, WMTS, c'est un standard qui est défini par l'Open Geospatial Consortium, dont font partie l'IGN, OpenStreetMap, Google Maps, Bing et plein d'autres. Donc, c'est quelque chose, c'est un format qui est stable, quoi. C'est pas un petit truc tout nouveau. Donc le principe, c'est de découper les cartes en images carrées de 256 pixels de large sur 256 pixels de haut, et puis de numéroter ces images pour que nous, on puisse les demander. On va les demander à des serveurs. Donc on demandera à un serveur, donne-moi, par exemple, dans la couche IGN topographique, ou bien dans la couche satellite, donne-moi l'image X tel numéro, Y tel numéro, et dans tel zoom, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait zoomer. Donc c'est forcément pas les mêmes images si on a une très grande échelle ou une très petite. Alors dans le WMTS, ils numérotent, enfin ils ont un référentiel XY, donc X est toujours à l'horizontale, Y en vertical, sauf que c'est dans l'autre sens. Le 0 est en haut à gauche et l'infini à droite et l'infini en bas. Donc toute une carte, c'est une histoire de tuiles. Alors là, j'ai fait exprès de vous afficher la carte en la cassant en tuiles, parce que sinon on ne voit pas que c'est des tuiles, parce que toutes les images se recollent. Donc le point 0 est toujours en haut à gauche. On voit que la première image, elle fait bien 256 de large, 256 de haut, et ainsi de suite. Donc là, j'ai demandé d'afficher 9 tuiles, et on voit qu'il a mis des numéros. Donc par exemple, la première tuile, c'est X31, Y21. La deuxième, c'est X32, on se décale de 1, on est sur la même ligne 21, et ainsi de suite. Et puis donc je vais demander d'afficher ce point là, qui est là au milieu, et donc c'est le point qui est 32,333, puisqu'en fait les positions, si on se met sur la tuile du milieu, vont de 32 à l'extrême gauche, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, et si on va à l'autre bout de la tuile, on arrive à 32,99, et hop, si je passe à la tuile suivante, je suis à 33.
Donc vous allez voir que c'est très important les décimales pour pouvoir positionner le point à l'intérieur de la tuile, en fonction toujours d'un certain facteur de zoom. Alors pour faire des tuiles avec FileMaker, donc il faut géocoder les données, donc c'est par une API, on va le voir tout à l'heure. Un peu de trigonométrie, des fonctions de trigo, arc, sinus, tangente, etc. Mais ça, on les a déportés dans des fonctions personnalisées, donc on ne va pas s'embêter avec ça. Le HTML, on l'a vu. L'API WMTS, donc on va appeler sur des serveurs ces fonds de cartes. Un peu de SVG pour afficher nos cercles et les images. Un peu de JSON pour passer les paramètres dans les fonctions. Donc avec les fonctions perso, ça va forcément être plus facile et on aura moins d'erreurs puisque tout est traité par la fonction. Et donc on va obtenir une carte avec nos données. Alors, comment afficher un point sur une carte? Donc c'est un problème de référentiel, on en a donc 3 différents. Le GPS, avec la latitude, longitude et le 0 qui est à l'équateur au méridien de Greenwich. Le WMTS, qui a le 0 en haut à gauche, et puis dont le X et Y vont varier en fonction de la position. Et enfin le SVG, le truc qu'on veut dessiner, où nous, le 0 il est en haut à gauche de notre zone de dessin, et puis on va aller grosso modo jusqu'à 1200 avec notre largeur d'écran, et 900 ou 1000 en hauteur d'écran. Donc il va falloir qu'on jongle avec ces 3 référentiels pour afficher les choses correctement. En fait, toute la subtilité, elle est là. Après, pour le reste, c'est toujours la même chose qu'on redécline pour afficher des objets sur une carte. Donc ici, j'ai pris latitude et longitude. On a spécifié une latitude, une longitude, c'est ici à La Rochelle. Une couche, alors vous verrez qu'il y a plein de couches possibles sur les serveurs WMTS. Des satellites, des fonds de cartes plus ou moins remplis, en couleur, en noir et blanc. Et puis un facteur de zoom. Donc en fonction de la couche, je vous ai préparé dans une table en fait des URL à appeler. Donc on voit que c'est une URL, on appelle le serveur de l'IGN. Ensuite en rouge, je vous ai mis une clé. Alors en fait, elle est publique cette clé, donc on peut la diffuser sans problème. Ici, on demande ensuite, donc vous voyez WMTS, ça c'est le protocole que l'on appelle. Le layer, c'est-à-dire la couche, là elle a un nom, alors c'est des noms à rallonge. Geographical Maps Scan Express en niveau de gris. Le reste nous intéresse assez peu. Il faut qu'on lui passe le paramètre X, le Y, et puis le Z, qui est le facteur de zoom, en l'occurrence le 16. Donc, je vous ai fait une fonction personnalisée pour simplifier tout ça. Donc, elle va nous convertir en fait la latitude et la longitude en un repère X et Y en fonction du facteur Z. Donc là, j'obtiens 32,558. C'est les coordonnées du point dans le référentiel WMTS pour appeler les images. Et puis donc là, en substituant ça, on obtient l'URL de la tuile. C'est-à-dire dans la formule du haut, on va substituer les chiffres qu'on a obtenus pour obtenir l'URL en bas. Donc ça, c'est ce qu'on va demander à l'IGN et qui normalement nous renvoie une image de carte. Ensuite, il faut qu'on calcule pour notre point, 46, 15, 36, quelle est la valeur X et Y plus précise du point. Donc vous voyez que notre carte en haut à gauche, elle va démarquer à 32,558 et notre point, il sera à 32,558,758. Grosso modo sur la tuile, on va être aux 3/4 à droite. Pareil pour le Y. Donc on a des fonctions, toujours ce chiffre 256 dont on a besoin pour calculer nos décalages de tuiles, puisqu'elles ont toutes la même taille, donc c'est assez facile. Mais par rapport à la gauche de l'écran, il faut avancer de 256 pixels à chaque fois. Sinon, toutes les tuiles s'empilent et on ne voit rien. Donc on obtient un HTML complet. Alors tout ce qui est en jaune fluo, c'est l'usage des fonctions perso. Donc que vous retrouverez dans l'application, vous pouvez réutiliser. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais c'est parce qu'en fait j'ai beaucoup commenté pour que vous puissiez tout comprendre. Ici on a l'emplacement de l'image dans le coin à gauche et j'ai demandé de tracer un cercle. Donc au point X, point Y, un cercle de 10 de rayon avec un fond rouge, une opacité de 1, puisqu'on peut aussi jouer sur l'opacité des objets, un contour noir, et on peut même dans un objet passer des paramètres de script pour appeler des scripts FileMaker. Vous allez le voir. Et le résultat, c'est ça. Donc en fait, on obtient notre carte, on a positionné notre point, on voit l'hôtel en fait où nous sommes, dans le port. Donc ça, vous pourrez le réétudier plus en détail. Alors, le point, là, il n'est pas centré. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tuiles sont entières. Donc, on pourrait centrer le point
en faisant, mais c'est des calculs plus compliqués, c'est-à-dire que dans SVG, on peut décaler l'image, on pourrait la faire sortir du champ pour qu'effectivement tout décaler et que le point soit centré. Bon, je voulais faire un exemple simple pour ne pas vous embrouiller dès le départ. Donc les serveurs, alors je vous en ai mis 3, mais il y en a d'autres. Bon, principalement celui de l'IGN qui propose pas mal de couches gratuites. Il y a Thunder Forest qui propose toutes les couches d'OpenStreetMap, OpenCycloMap, enfin il y a pas mal de cartes collaboratives. Et puis il y a un autre fournisseur qui s'appelle Mapbox qui propose certaines cartes gratuites et d'autres payantes, et également la possibilité de créer ses propres cartes, ce qui est ses propres fonds de cartes, ce qui est très intéressant. Vous pouvez aller sur Mapbox et lui demander « je veux une carte où il y a juste les fleuves, les autoroutes et les églises, et pas le reste », par exemple. Et donc, il vous envoie des fonds de cartes exactement comme ça. Donc, certaines fonctions sont gratuites, d'autres payantes. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et ici, je vous ai mis la liste des couches. Donc, vous avez le serveur à droite, le nom des couches, par exemple. Si je prends l'IGN topographique, elle se charge à cette échelle-là. Et on peut faire varier le facteur de zoom. Donc là, j'ai un zoom sur La Rochelle. Si je grossis encore, il m'envoie une autre tuile, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai mis en vert. Il y en a plein qui sont intéressantes. Les photos anciennes. Vous pouvez avoir des photographies aériennes de n'importe quel endroit en France à une certaine époque. Vous avez des choses pour les sorties, par exemple avec des pistes cyclables. Enfin, il y a énormément de fonds de cartes possibles. Alors, ils demandent en général un token ou une key, mais globalement, moi, j'ai fait qu'avec des choses gratuites. Alors, on peut donc, comme je vous le disais, fabriquer ses propres tuiles avec Mapbox. Donc, en l'occurrence, une application qui s'appelle Mapbox Studio. Bon, je ne vais pas vous la montrer en détail, parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc, vous choisissez de construire votre fond de carte en plaçant les objets, et il vous envoie les tuiles en fonction de ce que vous avez demandé. Alors, cuisiner avec ses propres tuiles, là aussi, c'est une autre possibilité. En fait, comme on récupère des images, on peut très bien prendre ces images et rajouter, une image c'est du bitmap, on peut très bien rajouter sur l'image nos propres données et puis les stocker définitivement. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un exemple, je fais du vélo et je cherche les endroits où je ne suis jamais allé. Donc en fait, je télécharge la carte, je trace dessus les endroits où je suis allé, je la réaffiche et après, j'ai plus qu'à aller là où je ne suis pas allé. Il y a d'autres applications possibles. L'intérêt, c'est que ça éviterait de réafficher à chaque fois, si vous avez des milliers d'objets sur vos cartes, de réafficher tout en SVG, ça peut être un petit peu lourd. Donc si c'est quelque chose qui est permanent, vous fabriquez votre propre fond de carte et vous le stockez dans des conteneurs. Vous l'affichez en base 64 et ça fonctionne. Alors pour faire ça, il y a le plugin MBS qui est pas mal parce qu'on peut charger une image. On a des fonctions de dessin dessus. C'est pas du SVG, mais ça y ressemble. On lui dit fais-moi un point, un trait, un cercle. Et après, il fusionne les objets dessinés avec l'image pour vous donner une nouvelle image que vous pouvez stocker. Alors, il y a un autre problème en fait avec WMTS, c'est que j'ai une certaine taille à l'écran. Je ne sais pas quel facteur de zoom choisir parce que j'ai des points à afficher avec des latitudes et des longitudes. Je voudrais tout afficher à l'écran et utiliser le zoom maximal. Donc, je vous ai créé une fonction personnalisée qui va, en fonction des latitudes et longitudes maximales que vous voulez afficher. Par exemple, si vous voulez afficher la carte de France, on a vu tout à l'heure, Perpignan, Dunkerque, Brest, Strasbourg, on a les latitudes. Si on veut une carte de France entière qui tienne sur l'écran, on va lui dire « mets-moi le meilleur facteur de zoom possible » et il nous renvoie les coordonnées. Donc en fait, le résultat de la fonction, il nous renvoie en WMTS, la tuile en haut à gauche, ce sera la numéro 7x, 8y, et il calcule les autres, en fonction d'un facteur de zoom. Alors évidemment, si je lui mets une hauteur d'écran qui est inférieure à une tuile, il va me renvoyer une erreur, puisqu'il n'y a pas de solution. Il faut au moins pouvoir afficher une tuile. Donc en fait, c'est une fonction récursive qui va essayer tous les facteurs de zoom de la carte, calculer sa largeur, voir si ça rentre dans l'écran. Si ça ne rentre pas, il prend le facteur de zoom en dessous jusqu'à trouver la première qui rentre. Alors pour géocoder les données, il y a différentes manières. La première, on l'a vu mercredi, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on va le refaire. C'est avec l'iPhone. Alors je suis obligé d'utiliser mon iPhone parce que sur un Mac, il n'y a pas de GPS. Donc les fonctions emplacement et valeur d'emplacement. Oui, il faudrait le localiser, mais enfin, c'est pas vraiment un GPS, il va me localiser par le Wi-Fi ou je ne sais trop comment.
Là, c'est vraiment avec le GPS, donc j'ai partagé avec mon FileMaker Go, et puis je vais lui demander de me calculer. Donc il va utiliser la fonction emplacement, donc je lui donne un délai pour calculer l'emplacement, et il va nous calculer l'emplacement. Évidemment, voilà, on l'a. Et puis on en a d'autres. Donc je vous laisserai regarder, mais l'important c'est qu'on a récupéré l'endroit où on est, la latitude et la longitude. Donc en fait, quand on se balade avec un iPhone, on peut aller faire des relevés sur le terrain. Je sais pas, j'ai fait une observation de température ou un prélèvement de terrain, clac, à tel endroit. Deuxième système, le géocodage d'une adresse postale. Donc là, il y a une API gratuite qui existe, qui est offerte par le, enfin offerte, c'est nous qui la payons, mais c'est gratuit, c'est le gouvernement qui le gère. La base nationale des adresses postales. Et donc, en lui donnant une adresse, il nous renvoie les coordonnées, latitude et longitude. Donc ça, typiquement, qu'un fichier de client, on le géocode de cette façon. Donc vous voyez que pour appeler l'API, c'est pas très compliqué. On va remettre en plein écran. L'URL, vous l'avez ici. Simplement, on encode l'adresse en remplaçant les espaces par des plus. Puis voilà. Donc ça nous renvoie en fait un joli JSON dont on fait l'extraction avec les formules suivantes et on obtient la latitude et la longitude. Géocodage de photos, je vous l'ai montré tout à l'heure. On l'a vu avec la photo de nos headquarters. Alors le géocodage en cliquant sur une carte, on n'a pas le temps de tout voir, mais vous affichez une carte à l'écran et vous dites, je clique sur un point, parce que je connais, c'est là, je voudrais savoir quelle est la latitude, longitude. C'est des fonctions que vous avez sur le géoportail, mais si vous voulez les refaire dans FileMaker, en fait avec le plugin MBS, moi que j'utilise beaucoup, il peut vous renvoyer la position que vous avez cliqué sur l'écran. Donc vous cliquez à un endroit sur l'écran et vous dit XY par rapport au coin gauche de votre écran. Vous êtes dans un WebViewer FileMaker, vous connaissez la position de votre WebViewer, donc vous décalez votre référentiel, et ensuite par une série de calculs que je vous explique là, le zoom de la carte, vous allez pouvoir convertir en fait un clic d'écran en une position GPS. Et donc ça vous permettrait par exemple de tracer des points sur une carte. Il y a aussi d'autres algorithmes, je ne peux pas tout vous montrer en détail, mais vous le verrez dans la présentation. Vous tracez un polygone sur une carte et vous voulez savoir qui se trouve dedans. Typiquement, je sais pas, on a fait une carte des clients, on calcule une zone inondable, quels clients vont être inondés, par exemple. Donc, il y a des algorithmes pour calculer qui est à l'intérieur d'un cercle, qui est à l'intérieur d'un polygone. Alors, on l'a fait un petit peu ici. J'ai affiché une carte avec des adresses. Donc vous voyez, là j'ai des adresses de clients. Donc ça c'est une carte où on affiche, alors en fait c'est pas des clients, c'est des magasins. Chaque point bleu représente un magasin. On a ici le code qui a été récupéré, le code SVG du fond. Vous voyez, c'est nos fameuses tuiles, les images à chaque fois, qui nous affichent les tuiles ici. Donc vous aurez ici tout le détail du code HTML et des fonctions qu'il y a derrière. L'idée, c'est de dire, je fixe un point, donc là je l'ai fixé là, ici, en fonction du rayon, quels sont les clients qui sont dedans. Donc si j'agrandis mon rayon, je vais avoir de plus en plus de clients. Et donc il me sort la liste des adresses. Voilà, donc vous pourrez regarder plus en détail comment ça fonctionne, mais c'est toujours sur ce principe que je vous ai montré, de convertir à l'écran en XY des coordonnées latitude, longitude. Bon, par curiosité, que représentent ces points? Pour faire GPDR compliant, là, j'ai pas pris des données nominatives, je suis allé sur le web, j'ai trouvé un marchand de chaussures et il mettait la liste de ses revendeurs. Donc voilà, vous avez même un revendeur en Belgique pour nos amis belges. Alors on voit que l'intérêt, c'est qu'on peut cliquer sur un point et donc les chaussures Briselboot à Onshot. Ah non, c'est pas en Belgique, non, c'est pas en Belgique. Voilà. Donc on voit ici qu'on peut aussi interagir entre le WebViewer et le SVG qui nous affiche. Là, j'ai lancé un script qui m'affiche une carte avec l'adresse du point de vente. Pardon? Est-ce que j'ai besoin de MBS pour faire ça? Là,
Non, le MBS c'est pour avoir le clic sur la carte. Non, ça marche sans le MBS. MBS c'est pour le clic sur la carte. En fait, là je me suis servi de MBS pour deux choses. Récupérer le point de clic à l'écran. Et il y a un deuxième truc, vous allez voir tout à l'heure, s'ils ont des fonctions de parsing de texte qui sont plus rapides que celles de FileMaker. Non, là ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du fichier client que j'ai téléchargé, les adresses, je les ai géocodées et je les affiche sur une carte. Et après, je lui dis, bah, dans un rayon autour de ce point, qu'est-ce que j'ai comme magasin? Et là, il me les cherche. En fait, il calcule la distance entre deux points. On a des formules de calcul de distance, je vais vous le montrer après. Alors, je vous propose de vous montrer une petite techno qui date du 15e siècle, mais qui marche dans le FileMaker. C'est assez intéressant. Le petit pousset, ça vous dit quelque chose? Bah, il balançait des cailloux pour pas se perdre. Bah, on a la version moderne, alors, avec un iPhone ou autre chose. C'est le smartphone qui nous génère des formats, un fichier GPX, c'est-à-dire des petits cailloux de position. Il nous enregistre les positions. Donc en fait, un GPX, c'est un fichier, c'est un format XML. C'est l'équivalent moderne des petits cailloux de 1697, des contes de Pérou. Alors à quoi ça ressemble ce format GPX? Donc la norme actuelle c'est 1.1, c'est du XML. Il y a plusieurs formats, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement vous voyez que c'est un fichier XML. Track, ça veut dire que c'est une trace. Track seg, c'est un segment de la trace, donc un morceau. Et là on voit il nous affiche les points. Donc je vous ai surligné. On voit bien qu'on a la latitude, la longitude. On a même, le GPS a enregistré l'altitude. Bon, elle n'est pas très précise parce que c'est par variation de la pression atmosphérique. Et puis surtout, la date et l'heure à laquelle c'était enregistré. Sachant que c'est en UTC, donc il faut convertir par rapport... voilà. Donc si on veut récupérer les points où on a été, il faut faire du parsing de ce truc-là. Aller extraire. Alors c'est là que MBS a une fonction qui est sympa. On peut le faire jusqu'à présent avec les fonctions de texte de FileMaker, c'est-à-dire en combinant extraction et position, on peut extraire des choses entre deux morceaux de texte. Ça marche très bien. Par contre, sur des gros fichiers, c'est un petit peu lent. Donc là où MBS apporte quelque chose, c'est qu'ils ont une fonction perso qui fait ça. Et l'extraction est très rapide, y compris sur des fichiers de 10 mégas. Parce que quand vous baladez avec un GPS, il vous enregistre votre position toutes les secondes, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, ça dépend, des fois ça se paramètre. Mais imaginez si vous faites une balade sur la journée, ça peut vite faire un fichier assez énorme. Donc je vous ai mis la fonction de MBS qui s'appelle MBS Text Between. Vous lui donnez le texte source, donc le truc qui est à gauche. Vous lui indiquez les deux morceaux entre lesquels vous voulez récupérer les données. Donc entre TRK, PTLAT et LON, on va récupérer la latitude. Et puis on la convertit en format numérique en changeant la virgule. On filtre tout ce qui n'est pas un nombre pour faire un peu de nettoyage. Et là, on lui demande l'occurrence. Donc vous voyez, dans le fichier texte à gauche, là, j'obtiens cette occurrence. Si je lui dis la troisième occurrence, ça change. Attention, comme JSON, le MBS, là, pour eux, la première valeur, c'est 0, c'est pas 1. C'est pas forcément intuitif toujours. Alors, moi, je fais pas de surf, je fais du VTT. Bon, moi aussi, j'aurais bien aimé que FileMaker fasse un petit film cool là, sur ma vie de développeur, comme on a vu l'autre matin. Là. Donc, un petit appel du pied. La prochaine fois, moi, je fais du VTT le matin, je développe FileMaker l'après-midi. Je veux bien me laisser pousser la barbe pour faire un petit film FileMaker en promotion. Ah, les cheveux, c'est plus possible. Je regrette beaucoup, mais là, avec la meilleure volonté, on ne pourra plus. Alors, j'ai récupéré, en faisant du vélo, un fichier qui fait, vous voyez, 1 million, donc 1 mégaoctet de GPX. Alors, vous voyez, le point, ça, c'est le premier point de départ. Donc, il va falloir aller faire du parsing là-dedans, latitude, longitude. Donc, j'ai récupéré les points. En fait, c'est une boucle qui va extraire. Donc, il m'a créé 4096 points. Je demande pour chaque point ce qu'il me calcule le cercle, avec les coordonnées, un cercle bleu. Et donc, ça me donne ça. Alors, c'est un peu lent en affichage, parce qu'en fait, il appelle la carte. Voilà. Ben, c'était mardi, en fait, il faisait beau, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour de vélo. Ouais, je suis parti de La Rochelle, je suis allé, je ne sais plus comment ça s'appelle, vers Saint-Angoulin, et puis après, le pont de l'île de Ré, un petit tour à l'île de Ré, retour à la maison. Alors, vous allez me dire, on a ce genre de choses sur d'autres applis, effectivement, c'est pour vous montrer un exemple.
On pourrait changer la couleur du point en fonction de l'altitude. Bon, là, tout est plat, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en fonction de l'altitude, en fonction de la vitesse, en fonction du battement de mes rythmes cardiaques, si mon GPS les enregistre, etc. Donc, on peut faire plein de choses. À quoi peut nous servir tout ça? À tracer des parcours de livraison pour suivre une livraison, des rondes de sécurité, des parcours de représentants. Voilà, analyser des performances, enfin bon, les possibilités sont très vastes. Alors, si vous voulez vous faire un petit système SIG, système d'information géographique, il vous faut au moins 3 tables. Une table qui est votre point de vue, où vous allez dire, je veux tel fond de carte, je veux tel et tel critère sur ma carte. Une table de calque, parce qu'en fait, un système d'information géographique, c'est un fond de carte, et puis des couches de données. Donc, par exemple, vous allez faire la couche des autoroutes, donc il n'y a que les objets d'autoroute, la couche des rivières, la couche des forêts, puis vous dites, je veux une carte, je veux les rivières, pas les forêts, on va voir ce que ça donne. Et puis la couche des objets. Donc voilà ce que ça donne. Par exemple, là j'ai pris des points à La Rochelle. Alors, donc là je suis dans ma table SIG, donc j'aperçois les calques, les bars, les boîtes de nuit, les hôtels, les restos. Donc, je vais vous la montrer, la table des calques. Et j'ai rentré donc pour j'ai rentré dans chaque calque quelques informations. Ici, j'ai mes objets que j'ai géocodés. Donc, j'ai cherché les adresses des bars à La Rochelle, des hôtels, et je les ai géocodés. Et donc, ça nous permet d'afficher ça sur une carte, ici. Et donc, vous voyez que si je décoche les calques, les objets apparaissent ou disparaissent dynamiquement. On peut changer l'opacité de la carte. Voilà. Si on ne voit pas bien, on peut gérer ça comme on veut. Voilà, donc vous verrez tout le code. C'est toujours pareil, c'est les mêmes fonctions personnalisées, les mêmes logiques qu'on appelle à chaque fois pour des applications différentes. Donc ça, c'est les calques et les objets. On peut, grâce à une API, obtenir l'altitude d'un point. Donc, il donne un point. Il nous renvoie un JSON, on extrait l'altitude. Vous voyez, j'ai récupéré celle du Mont Blanc, on voit que c'est assez haut. La Rochelle, 4,24 m, on est quasiment au niveau de l'eau. Lyon est à 162 mètres et moi j'habite à 28,82 m au-dessus de l'eau. Vous voyez que l'URL pour appeler, elle n'est pas très compliquée non plus. Le plus long, c'est la clé en fait. Alors on peut comme ça tracer le profil altimétrique d'un parcours. On a des points. Bon, on va aller faire une balade à vélo ou à pied. On voudrait bien voir est-ce que ça va être difficile au début ou à la fin. Voilà, bon là je l'ai fait très simplifié avec un graphique FileMaker. Vous voyez, ça monte, ça redescend, ça remonte. Bon, on accélère. Je vous avais promis qu'on ferait un tour en Dacia, mon véhicule de fonction. Il y a un problème, c'est que c'est limité à 80, j'ai plus beaucoup de points de permis. Et je suis assez distrait parce que je pense souvent à FileMaker quand je conduis, je m'ennuie. Donc en calculant la distance entre deux points, comme le GPS me donne les points et l'horaire, si j'ai la distance entre deux points et les horaires, je connais la vitesse. Règle de 3 qu'on a fait en CM2. Donc ça permet de voir, par exemple, entre deux points, quelle est la distance parcourue. Donc vous avez une fonction perso, je vous ai mis, c'est de la trigo, distance. Vous mettez latitude du point A, longitude du point A, B et ça, et il vous renvoie la distance entre les deux en kilomètres. C'est la distance l'orthodromie géométrique. Après, vous avez d'autres API comme Google Itinéraire ou d'autres qui vous calculent l'itinéraire en kilomètres voiture ou vélo ou à pied. Alors, cherchons un coin tranquille, ça c'est une autre application. J'ai téléchargé sur une API la liste des communes de France avec les populations. J'ai calculé des agglomérations et ça nous donne ça, c'est-à-dire on a affiché des cercles de couleurs proportionnels au nombre d'habitants dans l'agglomération. Vous voyez là, j'ai dit par exemple 1 pixel à l'écran, c'est 1500 habitants. Donc si je mets 1000, la taille des pixels va logiquement diminuer. Et donc voilà, c'était une application pour se dire, tiens, si je veux aller habiter dans un coin peinard, je ne sais pas où Olivier va aller se poser, mais à mon avis, on est dans un coin peinard. Une application, représentation d'une valeur sur une carte. Un dernier truc, c'est que les agents immobiliers vous proposent souvent des maisons les pieds dans l'eau, on ne croit pas si bien dire. Le niveau de l'eau est en train de monter partout. Donc si on est à La Rochelle, on a affiché sur une carte en couleur les endroits où l'eau va monter.
Donc en fonction, puisqu'on peut calculer l'altitude d'un point avec une API, sur la carte on met plein de points, on calcule les altitudes et on fait varier la couleur en fonction de l'altitude. Donc là je dis par exemple, quels sont les points qui sont au-dessus ou en dessous de 4,20 m, vous voyez que ça s'affiche en bleu ou en vert. Bon, bah, si je lui mets 5 mètres, il va me changer, voilà, 5 mètres, il y a beaucoup plus de gens qui ont les pieds dans l'eau. Et vous pouvez afficher, alors elle s'affiche en blanc, parce que on va mettre un peu plus d'opacité. Voilà. Vous pouvez afficher les altitudes de chaque point. Puisqu'en fait, en France, toutes les altitudes sont par rapport au niveau de la mer. Donc si la mer monte, vous saurez tout de suite qui a les pieds dans l'eau. Allez, un dernier truc, je calme tout de suite l'enthousiasme de nos amis belges pour la tournée, on attend encore 5 minutes. Moi j'aime bien faire, pendant que ma femme fait les boutiques, moi je prends mon vélo puis je vais me faire la tournée des magasins de bricolage autour de chez moi. Donc j'ai rentré les adresses des magasins, Castorama, Ikea, Leroy Merlin, etc. Chacun ses petits plaisirs. J'ai géocodé les adresses et puis j'ai demandé à une API qui s'appelle Mapbox de me faire la tournée. C'est-à-dire que bon, je veux faire un magasin de bricolage, mais je veux me fatiguer le moins possible en me déplaçant, donc j'optimise la tournée. C'est le fameux algorithme du voyageur de commerce qui cherche à faire le trajet le plus court pour aller voir tous ses clients. Donc ici, on interroge l'API qui nous renvoie un résultat JSON que l'on traduit en waypoints. Donc en premier, je pars de là, ça c'est chez moi. Il me renvoie ensuite le premier endroit où je dois aller, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça donne sur une carte? Ben voilà, donc moi j'habite au sud de Rennes, là, près de Bourg-des-Comptes. Et puis il me suggère de faire la tournée des magasins dans cet ordre-là. Évidemment, là c'est à vol d'oiseau. Donc avec une autre API, je lui dis maintenant que je sais dans quel ordre je veux faire ma tournée, je pourrais lui demander de me renvoyer l'itinéraire routier, c'est-à-dire que ça ne va pas être en ligne droite, pour aller d'un point à un autre. Voilà, on a terminé. En conclusion, les possibilités, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus vastes, parce que comme on fait soi-même, tout est personnalisé, personnalisable. Vous verrez qu'avec les fonctions personnalisées, le code, il est vraiment assez facile. On a emballé la complexité dans les fonctions perso, et une fois que ça fonctionne, c'est bon. Le petit inconvénient, il faut générer du code SVG. Les fonctions perso simplifient beaucoup le travail. Vous avez un dernier truc qui est intéressant à explorer sur le site de l'IGN, ce qu'on appelle les isochrones. C'est-à-dire c'est une carte, je suis ici, en 10 minutes, jusqu'où je peux aller. Alors en voiture, à pied, en vélo, compte tenu qu'il y a le port, etc. Donc, par exemple, quand on cherche une habitation pour de l'immobilier ou des choses comme ça. Voilà, question-réponse. Le changement du point zéro par rapport au méridien. Ah oui, non, ça, j'ai pas tenu compte de ça. Non. J'ai pris le méridien de Greenwich. Voilà. Oui. Comment tu récupères le GPX? Pardon? Le GPX. Comment on l'extrait du téléphone? Du téléphone. Alors, les applications GPX sur le téléphone. Alors pour les photos, je vous l'ai montré. Sinon, en fait, on utilise des applications. Alors il y en a plein, Open Runner, enfin tous les gens qui font un peu de la course à pied, souvent ils ont ça. Et en fait, c'est connecté à des sites comme Strava, mais il y en a plein d'autres aussi. Et après, on se connecte et on télécharge le fichier texte directement. Mais il y en a plein et elles sont quasiment gratuites, ces applications. D'accord, c'est pas directement sur le téléphone qu'on va récupérer non. Le truc. Non, c'est une application qui enregistre ça dans un fichier. Alors, on peut convertir les GPX en KML. KML, c'est le format qui est défini. Moi, je ne me suis pas occupé des points KML, là, mais on peut faire des convertisseurs de GPX en KML. De toute façon, c'est toujours du géocodage. Donc, latitude, longitude, c'est la même chose pour tout le monde. Peut-être j'ai manqué ça, mais les tuiles, est-ce que tu dois les télécharger ou est-ce que c'est dynamiquement? Alors, tout ce que je vous ai montré, là, c'est en dynamique. Mais on pourrait très bien imaginer, par exemple, si vous partez faire du vélo dans un endroit où il n'y a pas de GPS ou que vous ne voulez pas cramer votre batterie en 4G, télécharger les tuiles en les encodant avec X, Y et le facteur de zoom dans des conteneurs. Et avec le SVG, vous affichez en base 64. C'est aussi rapide voire plus rapide que de les télécharger. À peu près combien de tuiles y aura-t-il pour la France, disons? Ça dépend du facteur de zoom. Mais tous les zooms. Tous les zooms? Je ne sais pas, mais ça doit faire quelques gigaoctets parce qu'on a 17 facteurs de zoom. Rendu au zoom 17, on doit avoir, je sais pas, peut-être 1 million de tuiles pour couvrir la France. Donc,
Vous avez toutes les cartes IGN en fait, et en plus en différentes couches, donc c'est monstrueux. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est téléchargés avec des tuiles. Oui, en fait, cette idée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me baladais sur le géoportail, puis je voyais qu'à l'écran, par moment, comme j'ai pas une super connexion, j'habite à la campagne, je voyais ça s'affichait sous forme de carré. J'ai dit c'est bizarre. Je suis allé voir dans les ressources de la page, le code développeur, j'ai vu que c'était des images, qu'elles avaient un nom qui était un peu toujours le même. Puis il y avait toujours la même clé pour les appeler, donc en faisant un peu du hacking là-dedans. C'est comme ça que j'ai vu qu'on pouvait récupérer les tuiles en fait. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup.